Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur TV5 Monde. À la une de l'actualité internationale, des arrestations musclées de manifestants ce vendredi en Tunisie. Les contestataires sont vent debout contre le président Kais Saied et la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum dans 2 jours. L'opposition appelle à un boycott. Des missiles russes ont visé ce matin le port d'Odessa sur la mer Noire en Ukraine. C'est un lieu essentiel pour la mise en application de l'accord pour l'exportation des céréales signé hier par Moscou et Kiev. L'Ukraine y voit une nouvelle provocation, une guerre qui a des conséquences jusqu'en Amérique latine. Pour en parler, Christophe Ventura, chercheur à l'IRIS, est notre invité. C'est une nouvelle étape pour les Rohingyas. La Cour internationale de justice s'estime compétente pour juger la Birmanie accusée de génocide contre cette minorité musulmane. Mais la procédure s'annonce très longue. On prend donc la direction de la Tunisie où des heurts ont éclaté entre des manifestants et la police vendredi. Les protestataires s'opposent à la nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum lundi. Ce texte accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État. Des ONG disent redouter une dérive vers un régime dictatorial. Les détails avec Elsa Assalit. Des arrestations musclées et de violentes confrontations entre protestataires et forces de l'ordre. Hier soir, des centaines de manifestants se sont rassemblés à Tunis, devant le théâtre municipal, pour s'opposer au référendum sur la Constitution. Toutes les associations présentes disent une seule chose, non à ce référendum et à cette Constitution qui va abolir l'état civil, l'égalité, les droits et les libertés. Un projet de constitution soumis ce lundi au vote des Tunisiens et qui marquerait une rupture radicale avec le système parlementaire en place depuis 2014. Le pays de presque 12 millions d'habitants est plongé dans une nouvelle crise politique depuis le coup de force du président Saied en juillet 2021. Le chef de l'État s'est octroyé les pleins pouvoirs avant de dissoudre le Parlement. Je suis inquiète pour la Tunisie. J'étais pour le changement, pour un changement positif, pour que l'on demande des comptes aux voleurs et à la mafia qui ont volé le pays. J'étais pour ça, moi. Mais nous avons vu la vraie nature de Kais Saied. Nous avons vu que son problème n'était pas de combattre les corrompus. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, personne n'a été condamné. L'opposition et de nombreuses ONG appellent au boycott du référendum. Ils redoutent une dérive vers un régime dictatorial. En Ukraine, des missiles russes ont visé ce samedi le port d'Odessa, un lieu crucial pour la mise en application de l'accord signé la veille à Istanbul pour débloquer les exportations de céréales. Kiev a aussitôt réagi en accusant Vladimir Poutine de cracher au visage de l'ONU et de la Turquie. Le chef de la diplomatie européenne a aussi vivement condamné ces frappes. Retour sur cet accord avec Anne-Claire Poignard. Ils ont chacun signé leur copie de l'accord. Russie d'un côté de la table, Ukraine de l'autre, 2 signatures et une brève poignée de main, avec dans le rôle des médiateurs la Turquie et les Nations Unies. C'est un accord pour le monde. Il soulagera les pays en voie de développement qui sont au bord de la faillite et les personnes les plus vulnérables au bord de la famine. Depuis le début de la guerre, le blé ukrainien destiné au marché mondial ne sort plus du pays. Les ports de la mer Noire sont sous blocus russe. Plus de 20 millions de tonnes de céréales y sont immobilisées. Pour débloquer les exportations au départ des ports, les cargos seront escortés par les Ukrainiens. L'enjeu est d'éviter les mines posées par l'Ukraine elle-même pour empêcher les Russes d'attaquer ces ports. Les bateaux marchands suivront ensuite seuls des couloirs de navigation sécurisés. Sur cette route maritime sensible, la Turquie d'Erdogan se pose en arbitre. À Istanbul, un centre de contrôle établira le calendrier des rotations des navires. À sa tête, un Russe, un Turc, un Ukrainien et un représentant de l'ONU. Moscou exigeait aussi que les bateaux ukrainiens soient inspectés pour s'assurer qu'ils ne servent pas à transporter des armes. Ils seront contrôlés au départ et à l'arrivée en Turquie, dans 2 ports de commerce. L'accord est valable 4 mois. Reste à savoir s'il sera pleinement mis en œuvre. On va devoir voir effectivement si les deux respectent bien l'accord et ne se pas mesure d'en profiter, soit bien tout simplement parce que le terrain déminé favoriserait une offensive de la Russie, ou à contrario, de vérifier qu'il n'y a pas d'exportation d'armement par la mer à destination d'Odessa et à destination des autres ports de la mer Noire.
Pour signer cet accord, la Russie a exigé que ses exportations agricoles ne soient pas frappées par les sanctions occidentales. Les marchés russes et ukrainiens représentent à eux deux 30% du commerce mondial de blé. Et le président ukrainien a multiplié les interventions virtuelles lors de sommets internationaux, mais il était absent du sommet des pays d'Amérique du Sud, du Mercosur, qui s'est achevé hier. Certains d'entre eux ont refusé qu'il intervienne. Alors pour quelles raisons ? Eh bien pour nous aider à décrypter cette situation, Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste de l'Amérique latine, est notre invité. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pour rappel, le Mercosur, il est composé donc de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay. Est-ce que l'on connaît la liste des pays qui se sont opposés à cette intervention du président ukrainien ? Alors officiellement, aucun en tant que tel, puisqu'ils se sont exprimés collectivement en plaidant un non-consensus entre eux pour permettre à M. Volodymyr Zelensky d'intervenir. En réalité, derrière ça, entre les 4 pays, l'Argentine et le Brésil, de loin les plus puissants, sont dans une position de neutralité par rapport à ce conflit. Ils ont condamné l'invasion russe en Ukraine, mais refusent de prendre des sanctions ou d'appuyer les sanctions contre Moscou depuis le départ du conflit. L'Uruguay est dans une position à peu près la même, même si elle a voté à l'Organisation des États américains à Washington pour que la Russie ne soit plus membre observateur de cette organisation. Et le Paraguay, qui est lui sur une diplomatie plutôt alignée sur Washington, a condamné la Russie, appuie les positions des États-Unis et des Européens. C'est ça la position des 4. Mais en réalité, dans ces 4 pays, aucun ne prend de sanctions ou appuie ouvertement les sanctions contre Moscou. Donc c'est pour ça qu'il parle de consensus ou de non-consensus pour l'invité en tout cas. Et pourquoi alors, comment est-ce que vous expliquez ce refus, notamment de l'Argentine et du Brésil ? On se souvient dans l'actualité, un petit peu avant le 24 février 22, du voyage, à la fois de Jair Bolsonaro pour le Brésil et de Alberto Fernandez pour l'Argentine à Moscou. Au-delà de ça, ces pays latino-américains sont en fait contre l'invasion ukrainienne. Ça, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ils condamnent finalement l'utilisation de la force dans les règlements d'un différend entre 2 pays. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. En revanche, ils sont contre des régimes de sanctions parce que finalement, pour ces pays-là, la Russie n'est pas une menace directe pour eux. Au contraire, tous ces pays ont de bonnes relations avec la Russie en matière commerciale, en matière technologique, en matière énergétique, etc. Certains même dépendent de la Russie, comme le Brésil, en matière de fertilisants, tout ce qui est les intrants pour son agro-industrie, qui est le moteur de l'économie brésilienne. On parle quand même de la première puissance latino-américaine. Donc les liens sont très forts avec la Russie. Il faut rappeler que aucun des pays du Mercosur dont on parle aujourd'hui n'ont rompu leurs relations diplomatiques avec Moscou et ni même leurs relations commerciales, comme je vous disais. Donc, si vous voulez, pour eux, la Russie n'est pas une menace. Ce qui est une menace pour ces pays aujourd'hui, c'est plutôt l'impact des mesures unilatérales des sanctions prises par les États-Unis et l'Europe contre Moscou. Alors justement, quelles sont les conséquences de cette guerre en Ukraine pour ces pays d'Amérique latine ? Elles sont très problématiques et parmi ses présidents, Alberto Fernandez, l'Argentin, le clame partout où il peut. Il a été invité au dernier G20, G7, etc. Il le dit beaucoup. Il dit le problème de ces sanctions, c'est qu'elles sont en train d'avoir un effet boomerang sur les populations mondiales, en particulier sur les populations pauvres, les populations du sud des pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie. Et donc, ils n'acceptent pas parce qu'ils veulent condamner la Russie, mais ils ne veulent pas devoir payer d'une certaine manière l'entraînement dans un conflit emmené par les Européens et les Américains. Alors, vous me demandez, c'est quoi les conséquences pour eux ? Les conséquences, c'est un peu comme chez nous, mais en pire, c'est-à-dire les poussées inflationnistes deviennent rapidement insoutenables. L'augmentation des prix de l'énergie, des denrées alimentaires, etc., fait qu'il y a déjà partout en Amérique latine, au-delà du Mercosur, des tensions qu'on voit arriver, comme en Équateur ou au Panama, où il y a des mouvements de contestation sociale de populations en fait, qui se mobilisent contre la vie chère, tout simplement. Et l'Amérique latine est frappée directement par les conséquences de ce conflit de ce point de vue-là, du fait qu'elle ne peut plus exporter une partie de ses productions, ressources naturelles, vers la Russie et vers l'Ukraine, et qu'en plus, ce qui avait été déjà exporté avant le conflit n'est pas payé puisque les sanctions empêchent les Russes par le découplage du système SWIFT de finalement payer ce qu'il y a beaucoup d'impayés. Oui, finalement. Donc ils sont aussi extrêmement impactés. Ils sont impactés directement par ces sanctions. Est-ce que cette guerre en Ukraine rebat les cartes au niveau des relations entre les États-Unis cette fois et ces pays d'Amérique latine ? Je pense notamment au Venezuela. Oui, elles viennent en tout cas alimenter ce qui caractérise les relations entre les États-Unis et les
des pays de la région, même si c'est difficile en fait de globaliser, parce qu'entre le Venezuela et le Chili, par exemple, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais disons que l'histoire entre les pays d'Amérique latine et les États-Unis est quand même une histoire très compliquée, une histoire d'une région qui se vit comme dominée par les États-Unis. Les Latino-Américains ont beaucoup connu les interférences, les ingérences américaines dans le continent. Ils sont quand même très prudents sur le discours des puissances occidentales quand ils appellent le droit international, la démocratie, etc. Ils ont quand même le souvenir de quelques invasions nord-américaines en Irak, etc., qui fait que pour eux, c'est un peu le double standard. Donc ils n'appuient pas spontanément les États-Unis dans leur discours par rapport à l'Ukraine, de ce point de vue-là non plus. Et aujourd'hui, ces relations... Un autre élément, en tout cas, de cette relation entre l'Amérique latine et les États-Unis, pour le Venezuela, par exemple, c'est qu'on se rend compte aussi que du point de vue de Washington, le sujet ukrainien, de manière assez pragmatique, peut aussi opérer des changements dans la diplomatie américaine, puisque pour des raisons très pragmatiques, désormais, l'administration Biden cherche à avoir un accord avec son ennemi Maduro pour avoir le pétrole vénézuélien de manière à se substituer la part des importations de pétrole russe qu'ils avaient jusqu'à aujourd'hui. Donc les États-Unis sont aussi capables finalement de changements de roue très rapide parce que leurs intérêts sont en jeu. Mais en tout cas, les relations entre les deux régions sont plutôt au point mort. Il n'y a pas une grande confiance qui règne entre Washington et l'Amérique latine. Et si maintenant le conflit s'éternise, quelles sont les conséquences à l'avenir? Elles sont d'abord économiques et sociales pour l'Amérique latine. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de l'impact des sanctions. Je voudrais quand même rappeler ici que l'Amérique latine est la région qui est le plus touchée par les inégalités sociales, qui sort de la pandémie de Covid-19 comme la plus touchée du monde, 8% de la population mondiale. Quasiment. Et la Russie avait été l'un des premiers pays à leur fournir des vaccins. Et encore une fois, dans le cadre des bonnes relations, beaucoup de pays latino-américains, et quelle que soit leur couleur politique par ailleurs, ont effectivement reçu le Sputnik 5 à la Russie. Donc, ils ont de bonnes relations avec eux, mais on est dans des pays où l'insécurité alimentaire touche à peu près 240 millions de personnes. Et c'est ça qui va être le problème pour eux, c'est l'économique et le social, la dégradation, la pauvreté, les inégalités qui caractérisent les sociétés latino-américaines. Merci à vous, Christophe Ventura, d'avoir été notre invité. Au Mexique, la mort d'une mère de famille brûlée vive bouleverse le pays. Les violences envers les femmes sont un fléau dans ce pays. Chaque jour, 10 femmes sont assassinées. L'inaction de l'État est pointée du doigt par des manifestants. Joséphine Turli et Éric Destiné. Devant le cercueil de Luz Raquel Padilla, un rassemblement sobre pour lui rendre hommage. Cette dame de 35 ans a été sauvagement agressée. Un groupe l'a aspergée d'alcool dans un parc avant de mettre le feu. Luz Raquel était encore vivante. Elle est morte des suites de ces graves brûlures. Au Mexique, ce nouveau féminicide provoque une profonde indignation. Cette société a atteint son point le plus bas. Car nous n'avons pas vu, ou du moins nous n'avons pas assez rendu visibles les crimes de cette ampleur, qui traduisent un tel manque de tolérance. Cet acte est resté en dessous des radars, car nous sommes entourés par la violence. Luz Raquel Padilla avait crié haut et fort plusieurs fois le fait qu'elle était en danger. Mère d'un enfant autiste, elle militait pour faire reconnaître les droits des aidants proches. Un voisin avait tagué des menaces sur les murs de son immeuble. En témoignent ces photos publiées au mois de mai par Luz Raquel elle-même. Il est clair que cette affaire est traitée comme un féminicide grave, en raison de ses caractéristiques et des antécédents. Comme nous l'avons fait dans d'autres cas, il n'y aura pas d'impunité. Au Mexique, les violences faites aux femmes sont un fléau. L'an dernier, plus de 3700 femmes ont été assassinées. Au moins 1000 cas sont considérés comme des féminicides. Il y a quelques semaines, le corps de Debani Escobar, 18 ans, avait été retrouvé dans une citerne au fond d'un terrain vague. À chaque fois, l'inaction des autorités est pointée du doigt par les associations de défense du droit des femmes. C'est une nouvelle étape pour les Rohingyas. La plus haute instance judiciaire des Nations Unies, la Cour internationale de justice, s'estime compétente pour juger cette affaire. La Birmanie est en effet accusée par la Gambie de génocide contre cette minorité musulmane. Retour sur cette répression avec Rebecca Donauer. La Birmanie sur le banc des accusés devant la Cour internationale de justice, cela va maintenant être possible. L'objection du régime militaire de Naypyidaw, qui contestait la compétence de l'AE, a été rejetée. La procédure avait été intentée il y a 3 ans par la Gambie.
La Cour conclut que la Gambie, en tant que membre de la Convention sur le génocide, a qualité pour mettre en cause la responsabilité de la Birmanie concernant les atteintes supposées aux articles 1, 3, 4 et 5 de la Convention. En 2017, plus de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya ont été victimes de persécutions en Birmanie, brûlés vifs dans les villages, violés et chassés. Les États-Unis et l'ONU accusent l'armée birmane et parlent de génocide. Lors d'une audience à la Cour internationale de justice, la Gambie avait reproché à la communauté internationale de n'avoir rien fait. La justice et la responsabilité pour ces actes de génocide et pour les actes de génocide en cours en Birmanie ne sont pas seulement possibles, elles sont nécessaires. La Birmanie avait tenté dès le début d'empêcher le procès, notamment par la voix de sa dirigeante d'alors, Aung San Suu Kyi, qui était venue à La Haye avant le coup d'État. La Birmanie demande à la Cour de ne pas donner suite à cette requête. Mais à présent, la Birmanie va devoir rendre des comptes. Une petite lueur d'espoir pour le million de Rohingyas du camp de réfugiés de Cox's Bazar au Bangladesh, même si cela ne changera rien à leur situation catastrophique. On ignore quand la procédure commencera à La Haye et le procès pourrait durer des années. En tout cas, le monde va de nouveau s'intéresser au sort des Rohingyas. Face à l'évolution de la variole du singe, l'Organisation mondiale de la santé doit annoncer aujourd'hui si elle déclenche ou non le plus haut niveau d'alerte. On dénombre plus de 15 800 cas dans 72 pays. Le point sur la situation avec Elsa Assalit. Le gouvernement avait 1 million de doses. Depuis avril, il demande des vaccins et une véritable campagne de prévention. À New York, une centaine de membres de la communauté LGBT s'est rassemblée pour protester contre l'inaction du gouvernement américain. Vraiment, à tous les niveaux de notre société, on voit l'échec de la prévention de ce virus. Notre communauté est ici à dire que nous voulons empêcher qu'il se répande dans notre communauté. Et que nous essayons tous de nous faire vacciner, mais nous ne pouvons pas le faire et c'est stupide. À New York, le nombre de contaminations a doublé en l'espace d'une journée. Une transmission que les autorités sanitaires ne parviennent pas à maîtriser. La variole du singe, dont le nombre de cas explose depuis début mai, se transmet par contact direct avec le sang ou des lésions sur la peau. Pour l'instant, nous observons un schéma de transmission très hétérogène dans certaines parties du monde, notamment en Afrique centrale et occidentale. Ce sont les hommes qui sont à risque en ce moment. Pas tous les hommes, mais 98% des cas signalés sont des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Au niveau mondial, les chiffres de la contamination progressent de manière inquiétante. Selon le Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies, près de 16 000 cas de la variole du singe ont déjà été recensés dans 72 pays. Le directeur de l'OMS doit annoncer ce samedi s'il choisit ou non de déclarer l'urgence de santé publique, le plus haut niveau d'alerte. Une décision qui déclencherait toute une série d'actions dans les pays membres. Son allocution est attendue dans l'après-midi. Au port de Douvres, la France est accusée de ruiner les vacances des Britanniques. Des bouchons monstres se sont accumulés vendredi en raison d'un manque de personnel à la frontière pour contrôler tous les passeports. Les détails avec Charlène Kalala. C'est un départ de vacances cauchemardesque pour ces vacanciers. Une circulation au pas et des kilomètres de bouchons. Depuis vendredi, au départ des ferries pour la France, des centaines de voitures sont bloquées à l'entrée du port de Douvres, dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est horrible. Nous étions censés partir à 9h15. Il est midi maintenant. C'est un vrai cauchemar. Nous sommes sur le chemin du retour. Nous espérons être à la maison ce soir. Mais nous sommes coincés dans les embouteillages depuis si longtemps. Partout. C'est un cauchemar. Avant de traverser la Manche, les passagers doivent faire contrôler leur passeport par les autorités françaises. Depuis le Brexit, les contrôles supplémentaires augmentent les délais pour embarquer. Pour Londres, c'est un manque de personnel de la police française au contrôle à la frontière qui serait la cause de ces embouteillages, une situation que les Britanniques jugent inacceptable. Nous avons été lâchés par les services français de l'immigration. Comme vous le savez, nous menons des contrôles conjoints, ce qui devrait avoir pour conséquence de faciliter le flux. Une fois que vous passez le contrôle ici, vous ne devriez pas avoir à le passer là-bas. Côté français, on se défend et on renvoie la balle au camp adverse. Les autorités françaises rappellent enfin que la fluidité des flux au port de Douvres
relève de la responsabilité conjointe d'un ensemble d'acteurs, dont notamment les compagnies maritimes, le port de Douvres et les autorités britanniques. Le mois de juillet représente une période particulièrement chargée pour le port de Douvres. Depuis la sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne, le flegme britannique est mis à rude épreuve. C'est la fin de ce journal. Merci à vous pour votre fidélité. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.